Est-il possible de caractériser la société hollandaise? Peut-on en faire l'anatomie sociale? Alors c'est une question évidemment délicate, mais pour ce faire, le plus simple, c'est de prendre quelques œuvres, ici au musée du Louvre, dans les collections de peinture hollandaise, et de voir ce que les tableaux nous disent. On peut commencer par un des chefs-d'œuvre de l'art de Jan van der Heyden, l'un des peintres topographes des vues de ville d'Amsterdam au XVIIe siècle, la vue du canal des seigneurs, le Herengracht. C'est un tableau de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui montre de splendides demeures patriciennes le long donc de ce canal au cœur de la ville, canal qui existe encore à Amsterdam bien sûr. On y voit en fait des palais urbains, une architecture raffinée. Mais par-delà cette introduction au monde de la richesse, de la réussite sociale, au monde cossu des patriciens hollandais, les régents, l'élite politique, les grands marchands d'Amsterdam, peut-on imaginer les coulisses sociales? Comment comprendre les hiérarchies sociales? Peut-on reconstituer la généalogie des privilèges? Alors la grande difficulté pour un historien de l'art ou un historien français, c'est de ne pas concevoir la société hollandaise comme une espèce d'avant-courrier, de précurseur de la société d'Ancien Régime telle qu'elle existait juste avant la Révolution française. Autrement dit, une société avec des ordres, le clergé, la noblesse, puis le tiers-état. En particulier, le clergé a disparu à la fin du XVIe siècle. Dès les années 1570, au moment de la révolte contre l'Espagne des rois, contre l'Espagne des Habsbourg, le clergé disparaît. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas de commande aux artistes, aux peintres en particulier, pour décorer les grandes églises en Hollande. Ça, c'est un point important. C'est en fonction de la place ou de la non-place de l'Église, entre guillemets, dans la société, en clair avec la disparition de la hiérarchie du clergé catholique et des richesses qui sont attachées au fonctionnement de ce système hiérarchique catholique, le protestantisme et la frugalité des ministres, la frugalité plus ou moins relative d'ailleurs, des ministres du culte réformé, a paradoxalement permis l'épanouissement d'un véritable marché de l'art. Un marché de l'art pictural aux Pays-Bas au XVIIe siècle qui est tout à fait flagrant. Et il est clair que le fait que les commandes ne soient pas monopolisées par un tout petit nombre de gens détenteurs par ailleurs de l'essentiel de la richesse, mais que cette commande artistique puisse être démultipliée dans la société par ou auprès de clients qui ont un pouvoir d'achat suffisamment important pour pouvoir agrémenter leur intérieur, a contribué très fortement à la création d'un véritable marché de l'art et d'une véritable profession artistique, picturale néerlandaise. La noblesse hollandaise du XVIIe siècle, en plein cœur d'une république, la République des Provinces-Unies, née donc de la révolte contre l'Espagne à la fin du XVIe siècle, eh bien la noblesse, elle existe, elle n'a pas disparu, contrairement au clergé. Simplement, d'une certaine manière, elle est mise en extinction, en réduction. Petit à petit, l'idée, c'est qu'elle va s'éteindre. Ce qu'on observe, en réalité, c'est un phénomène de concentration par mariage. Mais comme il n'y a plus de roi pour anoblir tel ou tel, eh bien, elle se réduit numériquement petit à petit. Quant à la troisième partie, qui, pour un Français, pourrait évoquer le tiers-état, c'est tout à fait trompeur. En réalité, la population est tellement hétérogène, ses caractéristiques tellement diverses qu'on ne peut pas la regrouper sous une seule et même dénomination. Et l'éventail social qui est en cause est beaucoup trop riche, beaucoup trop ouvert pour simplement parler d'un tiers-État hollandais. Ce serait vraiment anachronique et tout à fait inexact.
En vérité, pour caractériser la société hollandaise, pour essayer d'en faire l'anatomie, il faut s'interroger sur ces paradoxes. Il y a une chose qui évidemment est attendue, c'est la notion d'égalité. Nous sommes dans une république tout à fait unique à l'intérieur d'un ensemble, d'une mosaïque de monarchies, de principautés, de monarchies européennes. Et pourtant, cette société républicaine est traversée par des hiérarchies. Et la répartition des richesses, des fortunes, est totalement inégalitaire. C'est une société entrepreneuriale, avec la Compagnie des Indes, avec cet idéal de l'action qui permet de s'enrichir. Et au même moment, c'est une société où la noblesse est omniprésente et où même il y a une cour installée, officielle, à La Haye, avec les princes d'Orange. C'est la cour du Statuder, ce général, ce chef militaire, ce prince de la maison d'Orange qui a hérité donc du titre, de la fortune et de l'influence politique, de la position politique du père de la patrie, Guillaume d'Orange, qui à la fin du XVIe siècle avait mené la révolte et qui est à l'origine donc du pays lui-même. Le tableau de Van Dyck montrant les princes palatins a été peint en Angleterre, mais les princes qui sont sur ce tableau ont séjourné à la cour de La Haye. Et leur simple présence sous le pinceau de Van Dyck, pourrait-on dire, est un moyen pour nous de rappeler l'importance de la cour de La Haye. Je dirais que pour caractériser la société néerlandaise au XVIIe siècle, il faut parler du mérite. Le mérite s'acquiert de deux manières, par le fait de faire fructifier un capital qui souvent au départ est extrêmement maigre, et puis par ailleurs c'est de s'illustrer militairement et surtout maritimement dans la défense d'abord et ensuite dans la conquête aussi bien de flottes adverses, de trésors et de colonies. Je dirais que le principal moyen pour un jeune néerlandais au XVIIe siècle de s'établir, c'est de démarrer comme Piet Hein, comme simple mousse, sur un bateau qui peut être un bateau de guerre, mais redevenir le lendemain un bateau de commerce. Et par chance, autant que par bravoure, franchir les différents grades dans le commandement d'un navire jusqu'à commander une flotte. En tout cas, c'est flagrant de voir combien la société néerlandaise repose au XVIIe siècle sur des personnes qui donnent cette impression de fluidité, de mobilité sociale. Maintenant, encore une fois, la mobilité sociale n'explique pas toute la société néerlandaise parce que tout au long du XVIIe siècle, il va demeurer une catégorie importante de gens qui ne resteront que j'allais dire, en périphérie de la société dirigeante. L'idéal d'égalité républicaine est battu en brèche en permanence en Hollande par la mise en œuvre d'exclusion. Exclusion de certains réfugiés, par exemple, les hommes et les femmes qui viennent des Pays-Bas du Sud, disons les Flandres, et qui ont trouvé refuge depuis le XVIe siècle en Hollande, ne peuvent pas accéder au poste de pouvoir. C'est la même chose pour les catholiques pris au sens large, ou pour certains groupes protestants comme les luthériens ou les ménonites. Bien sûr, les juifs, ils sont accueillis, mais ils ne peuvent pas devenir partie prenante des élites politiques de la République hollandaise. Les autres grands exclus, les autres grandes exclues, ce sont les femmes. Bien sûr, des postes de pouvoir, mais aussi je dirais, de toute possibilité d'action dans la société, autre que de représentation dans les sphères sociales élevées. Et si l'on prend un tableau aussi célèbre que la Bohémienne de Frans Hals, cela vaut la peine de s'arrêter un instant et de se demander qu'est-ce que cela représente. Alors, on sait que ce n'est pas une bohémienne parce que le titre est postérieur, c'est sans doute un titre donné au XIXe siècle. Donc ce n'est pas une fille, une gitane, c'est en fait une courtisane. En réalité, Frans Hals, qui est donc l'un des grands peintres de la liberté hollandaise, on pourrait dire, il montre un personnage des marges.
personnage qui, a priori, n'a pas droit de citer et encore moins d'être peint. C'est un tableau qui introduit assez directement aux questions de mobilité sociale. Est-ce que les Hollandais avaient la possibilité de traverser le mur, non seulement des élites, mais simplement du rang, du statut? Est-ce qu'on pouvait bouger? Ou alors est-ce que la viscosité des strates sociales était telle que le destin était de l'ordre de la fatalité? Eh bien, ce qu'on observe dans la République des Provinces-Unies, c'est en vérité une possibilité, évidemment encadrée, de mouvement social. À tel point que les Hollandais en étaient conscients et jouaient avec la chose, et cela s'observe dans certains tableaux et de manière générale à travers les représentations des costumes. Les tableaux hollandais sont truffés de représentations de domestiques, en particulier de servantes. Eh bien, ces servantes, très souvent, quand elles sortaient de la demeure du maître, elles s'habillaient comme leurs maîtresses, comme, non pas leurs égaux, mais leurs supérieurs, selon la stratification sociale du temps. Donc, superbe manteau, mouche, c'est-à-dire point de beauté artificielle, un peu comme du maquillage pour se faire belle, mais d'habitude réservé aux dames, et puis des coiffes, des chaussures, qui ne correspondaient pas du tout à leur statut. Et à tel point qu'il y a eu des plaintes sur ces espèces de travestissement social à l'intérieur des élites hollandaises, pour dénoncer cette espèce de flou dans la représentation, dans l'identification sociale par le statut, via le costume, des personnes qu'on croisait dans la rue. Et ça, c'est tout à fait paradoxal et, à ma connaissance, unique dans l'Europe du temps, cette possibilité qu'avaient les Hollandais de jouer avec les costumes et en fait avec les codes sociaux. En réalité, la tolérance hollandaise, la célèbre tolérance qui a permis à Descartes, par exemple, de venir publier ses œuvres en Hollande alors qu'il était censuré en France, elle s'applique au niveau individuel. Donc il ne faut pas concevoir une tolérance globale, tous azimuts, indiscriminée. C'est une tolérance qui, en réalité, concerne essentiellement la liberté confessionnelle, la liberté de croyance. On peut croire, on peut exercer son culte, mais pas publiquement, si on n'est pas calviniste. La tolérance, c'est ça. La tolérance, c'est à la fois un instrument d'intégration et une limite par rapport à une norme idéalisée calviniste, en quelque sorte. Et cette tolérance s'attache effectivement à l'importance de l'individu et à sa capacité contributive. Les peintres, dans leurs tableaux, ne dénoncent pas vraiment un ordre social qu'ils chercheraient à critiquer d'une quelconque manière. Ce n'est pas vraiment ça qu'il faut attendre d'un peintre du XVIIe siècle. Mais si l'on y pense, leurs œuvres fournissent des moyens de comprendre les rangs, les statuts et même, d'une certaine manière, la possibilité qu'avaient les Hollandais de bouger à l'intérieur de la société, de s'élever, de changer de statut. À ce titre, les œuvres hollandaises constituent un vivier incroyable, non seulement pour l'histoire de l'art, mais pour l'histoire sociale de la République des Provinces-Unies au XVIIe siècle.